Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler crypto, bitcoin et macroéconomie et des allégations qui sont très positives, des prises de parole qui sont vraiment très fortes, des décisions qui justement poussent très fortement le bitcoin. Est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'il n'y a pas plus? Est-ce qu'il n'y a pas des mouvements qui sont en train de se mettre en place? Ça va être le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis entrepreneur, investisseur et trader crypto. Et justement, on va commencer aujourd'hui par la plus grosse allégation. As you know, I was a skeptic. Yes! Si vous ne connaissez pas cette personne, c'est Larry Fink. Larry Fink, c'est le président de BlackRock. Si vous ne connaissez pas BlackRock, pour faire très simple, c'est le plus gros fonds d'investissement mondial. C'est ce qui représente, allez, on va dire à peu près 15% de la valeur de l'ensemble de la planète. Je pense que je suis pas loin dans ces idées-là. Et écoutez bien les allégations qu'il a fait à la télévision. I was a proud skeptic. And I studied it, learned about it, and I came away saying, okay, my opinion 5 years ago was wrong. Here's my opinion today. This is what I believe in today. I believe the opportunity today. I believe Bitcoin is legitimate. I'm not trying to say there's not misuses like everything else, but it is a legitimate financial instrument. Et là, c'est très important. En fait, il explique que oui, il y a 5 ans, durant les 5 dernières années, il considérait que Bitcoin n'avait pas une véritable valeur, n'avait pas sa place, en fait, sur les instruments financiers. Maintenant, il revient sur ça. Il revient sur ça pour plusieurs raisons, notamment dans un premier temps sur l'utilisation en lui-même de Bitcoin, le fait qu'il est utilisé principalement pour pouvoir se défendre de l'inflation, et que oui, il y a certains pays qui sont noyés dans leurs dettes, et qui sont en train d'éclater dans l'inflation, et que c'est une utilisation parmi tant d'autres. Bon, on va pas se cacher que certainement le fait qu'il ait lancé le TS Spot Bitcoin entraîne aussi ce changement drastique de position, mais en tout cas, quand on a le leader du domaine, BlackRock, qui commence à changer son fusil d'épaule, on commence à justement se poser des questions. Et principalement le fait qu'on ait un outil financier qui permette aux institutionnels et aux fonds de pension, par exemple, d'investir dans Bitcoin est excessivement positif. Je parle bien évidemment de l'ETF Spot Bitcoin. Donc forcément, les stratégies d'investissement vont changer. Et ça, c'est très positif et je pense que c'est quelque chose que l'on va voir dans les accélérations. Et ça, c'est une des premières nouvelles. Mais avant, si vous voulez structurer votre stratégie d'investissement ou vous posez des questions concernant les achats que vous avez effectués en crypto, vous pouvez retrouver mon guide d'investissement qui fait 24 pages qui reprend les différents profils psychologiques avec un test, des exemples de portefeuille, vos forces, vos faiblesses en fonction des différentes réponses que vous ferez au test de profil psychologique qui est justement en commentaire en description si ça vous intéresse. Et si ce document vous intéresse, en remplissant tout simplement le questionnaire, vous allez avoir votre profil psychologique et vous allez recevoir par mail justement le résultat ainsi que ce guide-là. C'est 100% gratuit, c'est en commentaire et en description. Et pour aller encore plus loin dans les bonnes nouvelles, parce que oui, BlackRock est important, Bitcoin est important, mais à côté, nous avons justement l'Ethereum. Et Ethereum est en train d'accélérer. Ça y est, la SEC est en train de demander la dernière version du S1 pour lancer les ETF Ethereum, et ça c'est très positif, on attendait ça. Et ce qui était rigolo à cette époque-là, c'est que justement la SEC disait qu'ils attendaient justement les émetteurs disaient qu'ils attendaient la SEC, et ils se regardaient tout simplement dans les yeux sans forcément rien faire, parce que la SEC devait donner le go, et ça y est, ça a été fait. Et ça a été fait très rapidement, somme toute, et on devrait avoir normalement le lancement assez rapidement, on pense certainement le 23 juillet, et ça va être à surveiller pour Ethereum. Ça va être un moment qui va être très important, en tout cas sur les premières phases du lancement. On a encore d'autres bonnes nouvelles. Et oui, ça n'arrête pas en ce moment. Nous avons Trump qui justement définit son VP, son Vice President, et ça va être J.D. Vance, et c'est quelqu'un qui est important pour plusieurs raisons. C'est que, c'est quelqu'un qui est pro-Bitcoin, qui détient du Bitcoin, 6% à peu près de son portefeuille, ce qui est quand même conséquent. Et aussi, c'est quelqu'un qui a une vision très spécifique de ce qu'est en train de faire Gary Gensler. Je vous laisse écouter et on en discute juste après. If there's a candidate for worst person, in my view, at least in terms of my substantive disagreements, I'm sure he's like a nice guy, is Gary Gensler. Voilà, je pense que vous comprenez bien. C'est pour lui, la personne qui est quand même dans le pire par rapport à ce qu'il pense être une bonne personne, c'est Gary Gensler. Donc on est vraiment dans une démarche où le VP
serait totalement anti-SEC, anti la politique qui a été effectuée sur la crypto-monnaie, sur Gary Gensler. Et c'est excessivement positif. Ça veut dire en effet que si jamais il y a la victoire justement de Trump aux élections américaines, on risque d'avoir une vague pro-crypto qui va être assez impressionnante. Et ça, il va falloir le surveiller, bien évidemment. Ensuite, dans les grosses nouvelles, nous avons ici Jérôme Powell qui nous explique que ça y est, la confiance d'avoir une inflation qui retourne à 2% est en train de revenir. Et ça, c'est important parce que le marché est en train d'attendre ça. En l'occurrence, c'est toujours Jérôme Powell qui parle devant le Congrès, qui donne sa vision et qui défend en fait sa politique. Et est-ce que ça a impacté les marchés traditionnels ? J'ai envie de vous dire assez peu, somme toute, parce que le marché traditionnel attend bien plus que ça. SP500, Nasdaq, ça a pas trop bougé. On a les valeurs tech qui sont quand même un petit peu plus forts. Et justement, est-ce que l'attentat sur Trump avec l'ouverture du marché américain d'hier a eu un impact, que ce soit sur le dollar, une petite réaction haussière. On avait parlé dans la quotidienne d'hier, ce qui est plutôt positif, ça pousse à la hausse. Et on voit ici une rupture haussière dans l'écart des bonds aux 10 ans et aux 2 ans, qui est très important, qui détermine justement est-ce que le marché est en train de pricer ici une incertitude à 2 ans ou justement une certitude à 10 ans. Et bien là, on est plus dans l'incertitude à 2 ans, donc ça veut dire que dans les 2 ans, on a plus peur de ce qui pourrait se passer, ce qui pourrait être logique aussi dans une année d'élection, mais en plus dans une année d'élection suivie d'années de crise, dans une géopolitique qui est relativement compliquée. Donc on va patienter tout simplement, mais ça veut dire qu'il y a bien une réaction haussière qui est en cours, et donc le fait qu'il y a bien eu l'attentat marque bien ici que les marchés sont en train de pricer un changement potentiel de justement la victoire de Trump. Donc ça va être intéressant de voir l'évolution de cette courbe-là. En attendant, le BTC pousse fortement et vraiment très fortement. Très intéressant d'avoir la phase d'accélération. On avait noté justement qu'il fallait inverser la structure, chose qui est en cours. Ça y est, on est allé chercher la liquidité de cette zone-là. La prise de liquidité a été quand même relativement compliquée, mais dès qu'on a pris la liquidité, on a réaccéléré à la hausse et on a consolidé au-dessus de cette zone-là, au-dessus de la zone de retest. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de cette partie-là qui était importante qu'on avait définie, qui était la zone de retest pour la continuité baissière qu'on avait touchée avant justement de faire la grosse bougie rouge. On est retourné au-dessus. On est retourné au-dessus, c'est excessivement positif. Ça veut dire justement qu'on est en train de retravailler la liquidité qui a entraîné la chute. Je rappelle que la chute, c'est Mongox et la vente, parce que c'est surtout la vente même du gouvernement allemand qui a entraîné une chute, qui a accentué la peur de Mongox, et beaucoup de mouvements qui ont eu lieu, suivis d'énormément de liquidations qui ont eu lieu. Néanmoins, il faut prendre en considération deux choses. C'est que, sur le CME, qui représente le Chicago Mercantile Exchange, et donc le futur des institutionnels sur Bitcoin, on voit bien ici que on a toujours ce gap de rupture, qui est entre 60 000 et 58 800, qui va être pour moi la zone vraiment essentielle. Et même on pourrait dire, ici, les 56 600, vraiment en fait le bas de cette consolidation que l'on retrouve ici, ça c'est la zone à ne pas casser. Si on veut rester et réintégrer dans ce range qu'on définit depuis un certain temps, qui est présent ici, il faut impérativement maintenir cette zone-là sur le CME. Il faut potentiellement, oui, combler le gap. Je pense qu'à un moment donné, on ira le combler d'une façon ou d'une autre. Mais en l'occurrence, ici, il faut impérativement maintenir cette zone-là. Si on ne maintient pas cette zone-là, justement, ça veut dire qu'on aura une continuité baissière qui sera très très forte. Là, actuellement, on a quand même du volume qui est en train de revenir. C'est très intéressant, les allégations donnent justement du momentum au BTC, mais est-ce que c'est réellement que ça? J'ai envie de vous dire absolument pas. On a du volume sur les ETF. On a 4700 Bitcoin qui ont été achetés sur les ETF spot Bitcoin. Je pense que ce n'est que le début. On risque de voir un retour des institutionnels dessus. Les allégations de Larry Fink en sont peut-être la cause, mais pas que ça. Le fait que, en effet, on repart sur une réaccélération derrière, la partie de FUD c'est terminé, la partie d'incertitude est en train aussi de se statuer, on rappelle qu'il y a une incertitude très forte réglementaire sur l'ensemble des cryptos, il y avait une certaine pression qui était effectuée sur les institutions par justement les régulateurs qui étaient anti-crypto, et forcément il y avait une coupure au niveau des liquidités qui avaient eu lieu, et on le voit bien dans cette partie-là,
mars, mi-mars, et c'était là où on avait une action de la SEC qui était relativement forte. Et forcément, dès qu'on commence à avoir une action très forte de la SEC, on a les institutionnels qui prennent du recul et forcément qui arrêtent d'investir. Là, ce n'est pas le cas, on voit que ça pousse, et on voit que ça pousse fort, et on voit que ça liquide aussi fort. Très intéressant, qu'on est en train d'aller chercher justement toute la liquidité qu'on avait laissée là. J'ai fait exprès de laisser ce graphique-là. On voit bien qu'on a liquidé une grosse partie, et il nous en reste encore une grosse partie, 65 reste une très grosse zone, et ensuite on risque d'aller chercher justement les 70. La grande question qui va falloir se poser, c'est est-ce que on est toujours dans ce canal baissier, dans lequel on va stagner dans les 70? Est-ce qu'on est plutôt dans cette forme de range où en effet on peut aller chercher les 74? Ou est-ce qu'on va avoir une phase de rupture? Pour moi, on a quand même quelque chose qui est vraiment très fort. On a ici première impulsion baissière, retracement, deuxième impulsion baissière. Là, on a un segment qui est effectué, et donc là, on pourrait très bien aller chercher 74 000 $. La rupture de cette zone-là entraînerait justement une structure qui serait d'inversion, et dans lequel on repartirait sur une structure qui serait bullish, on aurait terminé la correction, et on repartirait à la hausse. Ça sous-entend aussi qu'on aura un momentum qui sera très fort, mais ça ne veut pas dire qu'on peut casser direct en une seule unique bougie. On peut très bien travailler le cours de cette façon-là avant d'avoir une rupture haussière. Et c'est quelque chose qu'on a vu court terme. Si on reprend, hop, ici, le cours, là, on le voit très très bien ici, dans lequel on est allé retester une fois, deux fois, et ensuite on a cassé. Donc on peut très bien faire ça sur les 74 000, mais ce qui est sûr et certain, c'est que les 74 000, il y a beaucoup de liquidité. Il y a même trop de liquidité. On note ici, si jamais on arrive dans les 74 et qu'on fait une mèche dedans, je peux vous assurer que ce sera un énorme short squeeze. Là, cette partie-là éclatera totalement et on risque d'aller chercher très vite les 80. Bon, on en est encore loin, on est dans les 64 500, on a réintégré le range et on est en train de travailler le range en lui-même. Donc déjà, on se satisfait de ça, on se concentre sur ce qui est en train de se passer, et malheureusement, les altcoins, il n'y a pas que les altcoins qui poussent, on a tous les mêmes coins qui sont en train de pousser, et qui poussent même beaucoup plus que le reste, et ça c'est vraiment la particularité de ce qu'on peut retrouver dans ce cycle, mais si on se concentre uniquement sur Bitcoin, dans tous les cas, on risque d'avoir une réponse très rapide pour l'arrivée aux 70 000, et les différents scénarios qui se joueront, encore une fois, ceux qui ont été patients, qui ont acheté cette zone-là, qui ont acheté cette zone-là, à ce moment-là, nous sommes très bien. C'est terminé pour aujourd'hui, et si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas, partagez-la, likez et abonnez, et on se retrouve très très vite